Merci de nous renouveler votre fidélité. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Ouverture de la 10e session ordinaire de la 4e mandature du Conseil économique, social et culturel. Au cours de cette session, les membres de l'institution ont échangé hier sur les attentes et les besoins des populations. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Moussa Mara, nous signale Mohamed Doumbia. Au cours de cette 10e session ordinaire de la 4e mandature, les membres du Conseil économique, social et culturel discuteront sur les attentes, les besoins des populations tant sur le plan socio-économique que culturel. Cet exercice d'écoute des populations fait suite à des missions envoyées à travers toutes les régions du Mali et à l'extérieur. L'ouverture de cette 10e session se fait dans un contexte particulier eu égard à la situation difficile que traverse notre pays. C'est pourquoi le discours du président du Conseil économique, social et culturel a été marqué par les récents événements qui se sont déroulés à Kidal. Kidal nous réserve une désagréable surprise et nous prouve que la présence de notre État dans cette région du Mali est encore hypothétique et incertaine, malgré les accords signés, notamment ceux préliminaires de Ouagadougou. Les morts et les blessés que l'on a dénombrés indiquent que les Maliens alliés à des terroristes et narcotrafiquants choisissent toujours la voie des armes en tuant leurs frères. Pour faire face à ces défis qui nous assaillent dans le nord du Mali, la bonne volonté, l'engagement politique et l'esprit de solidarité sont les seules alternatives. Ne perdons pas de vue aussi que les Maliens savent faire preuve de solidarité et de sacrifice au milieu des épreuves lorsque le cœur de la patrie palpite et les appelle à se relever. Dans ce domaine, le Mali n'est pas la chose nulle sans propriétaire. Rappelons que la 9e session ordinaire de cette 4e mandature qui s'est tenue en janvier dernier était essentiellement consacrée à l'employabilité des jeunes dans le contexte de la relance économique. Le gouvernement et ses partenaires étaient réunis hier matin pour évaluer le projet de construction de la station compacte de Kabala. Il s'agissait pour les deux parties de ficeler les derniers dossiers pour le démarrage rapide de cet ambitieux projet qui nécessite un investissement de 160 milliards de francs CFA. Les partenaires financiers conscients de la problématique de l'accès à l'eau potable dans la capitale se disent prêts à accompagner le gouvernement pour résoudre cette équation. Mohamed Diarra nous en dit plus. Lentement mais sûrement, la réalisation du projet de la station compacte de Kabala avance à la satisfaction du gouvernement et de ses partenaires. Sur les 7 bailleurs de fonds sollicités, 6 ont donné leur accord pour le financement de ce projet qualifié de gigantesque. Plus de 160 milliards de francs CFA seront mobilisés pour la réalisation de la première phase du projet qui devra résoudre en partie la problématique de l'accès à l'eau potable dans la capitale. Le projet au centre des échanges ce matin est d'une importance capitale. Eu égard à la crise structurelle d'accès en eau potable des populations de la ville de Bamako et environ. Faut-il en effet rappeler que les infrastructures actuelles de production d'eau potable ne parviennent plus à couvrir un déficit potentiel de la ville de Bamako et environ estimé à près de 150 000 m3 jour. À l'horizon 2018, censé être la fin prévue de la première phase du projet de Kabala, les besoins de la ville atteindraient près de 400 000 m3 jour. La station compacte, une fois réalisée, va produire plus de 144 000 m3 d'eau par jour. Et ce n'est pas tout. Cette première phase permettra en outre la réalisation de plus de 66 000 branchements sociaux et plus de 1000 bornes fontaines publiques. À travers toutes ces réalisations, une population additionnelle de 1 200 000 personnes bénéficiera de l'accès à l'eau potable avec une réduction importante du nombre de personnes ayant accès à l'eau potable par bonne fontaine. Le projet englobe plusieurs autres composantes, parmi lesquelles celles touchant l'assainissement. Les partenaires se disent prêts à accompagner le gouvernement. Cette cérémonie nous donne donc l'occasion et l'opportunité d'assister à nouveau afin que toutes les conditions permettant le démarrage effectif de ce projet soient réunies et éviter tout retard préjudiciable à son exécution. Un projet d'espoir certes, mais les bénéficiaires doivent encore patienter car la fin de la première phase est prévue pour 2018.
Résolution d'autres problèmes, et cette fois-ci au niveau de l'enseignement supérieur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lui a organisé une journée de restitution après une visite de terrain qu'il a effectuée au sein de plusieurs structures relevant de son département. Le but de cette rencontre est de trouver des solutions aux problèmes identifiés au niveau de l'enseignement supérieur. Moussa Fane, reportage. Après la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans toutes les structures relevantes de son département, l'air est au bilan. Les techniciens de l'enseignement supérieur se retrouvent autour du ministre pour faire la restitution. Il ressort des constats faits sur le terrain que les universités du Mali connaissent certaines difficultés. Pour pallier ces difficultés, les responsables proposent des pistes de solutions. Nous devons aller au-delà des résolutions des bonnes ambitions et des bonnes intentions et dire exactement ce que nous allons faire dans des domaines très concrets. Comment faire en sorte que l'année académique à venir commence le même jour et prenne fin le même jour pour toutes les universités et toutes les facultés? Comment assurer l'encadrement et la formation de façon effective et efficiente? Comment généraliser le système LMD et rehausser le niveau des enseignants? Assurer l'accès à Internet à tous, lutter contre la corruption. Le ministre Tal a aussi invité ses collaborateurs à s'engager pour la cause de l'école malienne. Selon lui, le devenir du Mali en dépend. Ce qui reste à faire est colossal, mais je suis convaincu que cela reste à notre portée. C'est pourquoi je vous invite tous à persévérer, à continuer le sacrifice, l'abnégation, car il s'agit du Mali, de notre patrie, de son devenir. Cette journée devra permettre aux acteurs de l'enseignement supérieur d'engager des actions à court, moyen et long terme en faveur de la refondation du système de l'enseignement supérieur, la revalorisation de la fonction enseignante et des recherches. Écho de nos régions. À Ségou, l'école de Dougoukouna a 54 ans. La cérémonie commémorative va se dérouler dimanche dans la localité. L'école porte désormais le nom de Dramane Coulibaly, l'un des tout premiers députés maires du Mali. Le reportage de Abraman Sengari. Montée des couleurs, chant de cœur pour rappel à l'indivisibilité du Mali, montage poétique, manifestation folklorique des chasseurs et des Korodoukois. Voilà le décor pour marquer les cérémonies du 54e anniversaire et le baptême de l'école fondamentale de Dougoukouna. Une occasion pour les élus et les autorités de la localité d'exprimer toute leur reconnaissance aux efforts consentis pour la pérennité de cette école. L'école fondamentale de Dougoukouna est tout d'abord, depuis sa création, un trait d'union entre 10 villages de la commune de Ségou. Après l'autorisation de construire l'école de Dougoukouna en 1958, il fallait trouver une place pour son implantation. C'est solliciter le choix du village. Parce que c'était considéré comme un lieu sacré, et bien, chose que tout le monde respectait. On ne pouvait pas imaginer qu'au-dessus d'une dune, qu'on pense construire une école là. Les autorités de l'État réaffirment leur détermination pour un développement progressif de l'éducation. C'est le lieu de signifier notre reconnaissance aux différents directeurs qui se sont succédés à la tête de cette école qui avait ouvert ses portes avec un abri provisoire. Il s'agit respectivement de M. Fansé Ouattara, M. Sinali Santara et de M. Banjougou Djanka, tous des enseignants émérites connus de tous. Créée en 1960, l'école fondamentale de Dougoukouna porte désormais le nom de Dramane Coulibaly, parrain de l'événement qui a remis une somme symbolique de 250 000 francs CFA et 1400 cahiers aux autorités scolaires de Dougoukouna. De Ségou, nous partons dans la région de Sikasso, plus précisément dans le village de Zambala, dans le cercle de Bougouni, qui a été certifié le village le plus propre. Cette certification est à l'issue d'un engagement communautaire initié par l'ONG Helvetas Mali, compte rendu Bambi Idrissa Touré. C'est pour renforcer les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement que l'ONG Helvetas, en collaboration avec Ahmed sur financement de l'UNICEF, a initié l'approche assainissement total pilotée par la communauté ATPC. C'est un programme qui s'appuie sur le domaine de l'hygiène
et l'assainissement, particulièrement en développant une approche qu'on appelle l'assainissement total piloté par la communauté. Donc l'appel est vraiment dans le sens de maintenir les bonnes pratiques et de les diffuser autour des ménages qui n'ont pas été encore touchés au sein de ces villages et pourquoi pas les villages voisins qui peuvent adopter aussi une telle démarche. Parmi les 24 villages de Koumantou, c'est le village de Zambala qui a été choisi premier village certifié. Nous ne voulons pas que ce village qui est devenu féodal aujourd'hui retourne dans les mêmes travers. Il faut que les gens continuent encore à organiser des journées de salubrité, à utiliser et entretenir les latrines et veiller de façon générale à leur environnement. On espère qu'ils vont maintenir le statut. Il faut que les populations continuent à œuvrer dans ce sens. Occasion pour les sous-préfets de Koumantou de saluer cette initiative. Messieurs les représentants de Helvetas Mali, votre présence ici parmi nous démontre une fois de plus votre disponibilité à soutenir le gouvernement de la République du Mali dans la mise en œuvre de la stratégie d'assainissement total pilotée par la communauté à une large échelle. Des séances de démonstration et des témoignages venant des populations, la visite des latrines et dispositifs des ménages et la découverte de la plaque ont été les temps forts de cette cérémonie de certification du village de Zambala. Dans la région de Koulikoro, cette fois-ci, une rencontre des Doumbia nobles a été organisée dans le village de Djanala, dans l'arrondissement de Sibi. Cette retrouvaille des appartenant à ce clan social a pour objectif d'informer le grand public sur leur souche. La rencontre a été organisée, bien évidemment, par l'association des Doumbia nobles. Adama Koulibaly ne fait pas partie de cette association, mais il y était pour ce reportage. L'invitation à participer à cet événement était adressée à toutes les localités de la sous-région où sont installés les Doumbia nobles. Une rencontre tenue à Djanala, village de la commune rurale de Sibi, situé en plein cœur du Mandé. L'ensemble des Doumbia, sinon des Doumbia Tonti, se retrouvent à Djanala, un village composé de Doumbia, dans l'arrondissement de Sibi et le cercle de Kati, pour venir restaurer l'identité Doumbia. Donc ça, c'est un événement culturel et historique. Le grand espace qui abrite les événements importants du village avait été pris d'assaut depuis le matin de bonne heure par les invités qui rejoignaient les habitants du village qui avaient passé la nuit sur les lieux. Les activités de ce village sont basées sur l'agriculture. Malgré l'annonce de l'humidité des terres par des oiseaux qui servent de repère dans ce domaine, aucun habitant n'avait souhaité rater cette fête. Une fête de la recherche de leur identité, leur histoire, soit chantée par les griots ou racontée par des historiens. Ce grand rendez-vous à Djanala des Doumbia a été organisé par l'association des Doumbia nobles ou Tontigi en Malinké. L'association est mise en place depuis 2011. Et cet événement marquait la deuxième édition. Son président aux hommes des médias, aux griots, demande de ne pas taxer tous les Doumbia d'hommes de caste. Comment les gens puissent penser que Doumbia est un nom forgeron? Doumbia, c'est un grand nom. Doumbia, ça vient de Kourima, celui qu'on ne peut pas atteindre. Et quand les gens venaient pour une consultation, ils murmuraient dans l'oreille de Boula, de ce Koroma. C'est ce qu'on appelle Dumbu Dumbula. Je vais là où on murmure, on Dumbu Dumbu. Et que cet homme également fut le socle également du Manding. Donc Doumbia, c'est le deuxième nom du Manding par ordre de bravoure et de mérite. Cette fête qui est tournante entre les localités habitant les clans Doumbia, selon ses organisateurs, est une voie de la richesse, de la cohésion, de l'entente et l'unité entre les fils du pays, mais aussi avec leurs frères et sœurs dispersés dans notre sous-région. Les responsables de l'association s'apprêtent à choisir le lieu de la prochaine édition. Nous restons avec Adama Koulibaly pour parler de l'encouragement des anciens de l'école de Ngomi Rambougou à l'endroit de la nouvelle génération d'élèves qui fréquentent cette école de la commune 3 du district de Bamako à se battre pour la réputation de cet établissement, j'y arrive, fondamental. Chaque année, ces anciens de l'école de Ngomi Rambougou organisent une journée de sensibilisation sur l'importance des études à l'intention de la nouvelle génération qui fréquente cet établissement d'enseignement fondamental. Ils veulent que l'école produise de futurs bons cadres qui vont servir le pays. Nous-mêmes, nous avons été formés par cette école-là, donc nous devons tout à cette école.
Donc ce que nous faisons comme ça, c'est un acte de reconnaissance. Au-delà de cet acte de reconnaissance, nous voulons amener nos enfants, nos petits-enfants, sinon nos frères, à se réaliser, à se développer. À travers eux, je sais que le pays va se développer. Le présent événement marque la 4e édition. C'est l'occasion de féliciter et encourager les meilleurs élèves de l'école. Une trentaine du 1er au 2e cycle, cette année, sont encouragés avec du matériel didactique. La cérémonie d'encouragement s'est déroulée en présence de certains cadres qui ont passé par l'école. Pour eux, la prise de cette bonne initiative par l'association des anciens élèves ayant fréquenté l'école de Nyamiramgou est une bonne chose. Ce que je vois aujourd'hui est une belle chose parce que ça permet de créer l'émulation, la compétition entre les élèves pour que les gens aient dans leur cœur le désir d'apprendre, de comprendre, de se faire distinguer, en un mot d'aller vers l'excellence. Les personnalités invitées à la cérémonie, toutes encouragent la pérennisation de ces actions pour le bonheur du pays. Parlons santé avant de boucler cette édition et notre chronique nous amène aujourd'hui à Djema où l'État malien est en train d'investir des centaines de millions pour construire un nouveau centre de santé de référence. C'est pour remplacer l'ancien qui est en état de dégradation et surtout en cette période d'hivernage, le personnel du centre a du mal à travailler normalement. Tessela Dambélé, notre envoyé spécial à Djema, nous en parle. C'est en 1987 que l'actuel centre de santé de référence de Djema a été construit. Il est le chef-lieu d'un district sanitaire comptant 22 centres de santé communautaires. Un peu moins de 3 décennies après, le bâtiment construit en banco stabilisé sur financement du Fonds européen de développement est dans un état de délabrement qui inquiète aujourd'hui le médecin-chef du centre. Déjà avec les premières pluies de l'année, il n'y a pas de bâtiment dans ce centre-là qui ne laisse pas suinter l'eau, jusqu'au niveau du bloc opératoire. Et les murs sont fendus et parfois même les bâtiments, les morceaux de briques sont détachés et les bâtiments laissent tomber des morceaux de briques. Et si la situation continue comme ça, c'est qu'il y a un risque très élevé de démolition. Risque d'effondrement alors que le bâtiment est encore utilisé et que la relève n'est pas encore assurée. Les mesures prises par l'État pour ce faire n'ont pas encore donné leurs fruits. Le nouveau centre de santé de référence de Djema en construction et qui va coûter 716,5 millions de francs CFA est toujours en phase de finition. Pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire les bâtiments, sont presque terminés. Nous sommes presque à 95%. Vous-même, vous avez vu. On est en phase de finition, on a posé les carreaux, les portes, les enduits sont faits. Donc c'est les dernières retouches que nous sommes en train de faire actuellement pour commencer la peinture. Vu la situation de l'ancien centre de santé dont le matériau de construction a été déstabilisé par le temps et la nature du sol, le médecin-chef suit de près l'évolution sur le chantier et reste pessimiste. J'ai vu sur place, c'est que ça renforce encore mes inquiétudes. Je ne suis pas sûr, si les choses continuent comme ça, que ce centre-là pourra être délivré. Nous allons pouvoir faire la réception de ce centre avant la fin de l'hivernage. Alors qu'il n'est pas évident que les locaux ici tiennent cette année pendant l'hivernage. Ce n'est pas évident. Visiblement, ce qui reste à faire ici avant une éventuelle occupation des nouveaux locaux n'est pas négligeable. Il y a l'accès même au centre, il faut accéder au centre. Et ce n'est pas fait. Et puis il y a le remblai, la cour a besoin d'un remblai. Cela n'est pas fait. Donc pendant l'hivernage, c'est comme si vous êtes dans une mare. L'accès n'est pas possible, même si nous tenons. Donc il y a des travaux qu'il faut faire pour que ces bâtiments soient habitables. Les travaux du nouveau centre de santé de référence de Djema ont été lancés en 2010. Ils avaient été arrêtés pour des raisons diverses et n'ont pas pu s'achever à la fin des 10 mois initialement prévus dans le contrat.
point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi sur ce même plateau. Retrouvez à 18h et à 20h Amadou Sankaré pour d'autres points de l'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Bon appétit si vous êtes à table et à demain 10h et 13h s'il plaît à Dieu.